Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de lister des groupes. C'est déjà un exercice de style. Regarder parmi eux ceux qui possèdent un sous-groupe d'indice 2. Bon, voilà. Et ceux qui n'en possèdent pas. C'est une question, on peut se demander d'où elle vient. On va dire que, bah oui, c'est peut-être un prétexte. Un petit prétexte, comme quand on aborde quelqu'un, que ce soit sur les réseaux ou dans un bar, et puis qu'on se dit, tiens, on va essayer de chercher un prétexte pour trouver une conversation. Et en fait, à partir d'un petit prétexte comme celui-ci, eh ben, on peut peut-être arriver à avoir des conversations intéressantes. Mais quand je dis prétexte, bon, c'est pas forcément un prétexte lourdingue, parce que chercher un sous-groupe d'indice 2, c'est finalement chercher aussi un sous-groupe distingué. Donc c'est un premier étage, en quelque sorte, à la recherche de sous-groupes distingués d'un groupe donné. Donc déjà, ça c'est quand même intéressant. Chercher un sous-groupe d'indice 2, c'est chercher des morphismes du surjectif du groupe vers le groupe à deux éléments, le groupe 1-1. D'accord? Puisque le quotient, hein, G donne G sur H. Si H est le sous-groupe distingué, ça va être le groupe à deux éléments. Donc, quand même, c'est pas tellement un prétexte. Mais c'est aussi un prétexte, d'abord un prétexte à lister, à voir quels sont nos groupes préférés, quels sont nos groupes de référence, quels sont nos groupes standards. Ça, c'est déjà intéressant en soi. Et puis, deuxièmement, quelles sont les techniques que l'on a sous la main pour résoudre ce genre de problème. Voilà. Alors, on va passer en revue un certain nombre de groupes, ceux qui nous semblent les plus classiques. On va rester quand même dans le classique, hein, on ne va pas inventer des groupes, on va rester dans les groupes qui nous sont familiers. Mais on va commencer par le plus simple. D'abord, une généralité. Hein. Si le cardinal de G est égal à n impair, évidemment, il n'y aura pas de sous-groupe d'indice 2, hein, puisque par Lagrange, on devrait avoir le produit cardinal du sous-groupe fois 2, qui est égal au cardinal de G. Donc là, si G est impair, il ne peut pas être divisible par 2. Bien. Alors on attaque tout de suite le premier groupe qui nous semblerait le plus simple, c'est G égale Z sur NZ, le groupe cyclique. Évidemment, N est pair, puisque N impair, on l'a éliminé. Bien, on a un seul sous-groupe d'indice 2, c'est le sous-groupe engendré par n sur 2, puisque n est pair. Je vous rappelle ce petit théorème, du coup, si D divise n, alors il existe un unique sous-groupe du groupe cyclique Z sur NZ de cardinal D, c'est celui engendré par n sur D. Voilà. Bien, alors, du coup, à partir du cyclique, on ne peut pas s'empêcher de regarder tous les groupes abéliens finis, parce qu'on a un autre théorème, c'est le théorème de structure, qui nous dit qu'un groupe abélien fini, il est produit, comme ça, il est isomorphe en tout cas, à un produit direct de groupes cycliques. Produit direct, ça veut dire tout simplement qu'on applique la loi de chaque groupe terme à terme. Alors, on sait qu'on peut toujours ramener les choses, ne serait-ce que pour avoir l'unicité, de sorte à ce que A1 soit multiple de tous les autres. On a AK qui divise à K-1, et qui divise, etc., qui divise à 1, ce qui va faire que, comme notre groupe est d'indice pair, 2 va diviser à 1. Et donc, il suffit de prendre le même groupe et d'avoir Z sur A1 sur 2, Z, et le reste, on n'y touche rien. Ça va nous donner un sous-groupe d'indice 2, mais là, il n'y a pas unicité si le groupe n'est pas cyclique. Bien. Maintenant, le groupe diédral. Je vous rappelle que c'est le groupe des isométries du polygone régulier, du n-gone régulier, c'est Dn. Oui,
y a les rotations et les symétries. Et les rotations forment un sous-groupe qui va être d'indice 2 dans Dn. Bon, donc ça, c'est pas difficile. Pour ceux qui connaissent le groupe quaternionique, le groupe H8, donc on a plus ou moins 1, plus ou moins I, plus ou moins J, plus ou moins K, avec I2 égale J2 égale K2 égale moins 1, avec IJ égale K, et après il y a une règle un peu comme le bonhomme d'Ampère, et bah oui, lui il va posséder donc plus ou moins 1, plus ou moins I par exemple, on pourrait remplacer I par J ou par K, ça va être, on va avoir 3 finalement sous-groupes d'indice 2. Bien, alors là, oui, on n'a pas unicité, là on n'a pas unicité, là on a une unicité, là si n est pair, on n'a pas unicité, mais on en a un. Alors là maintenant, voilà, après cette petite liste, il y a d'autres classiques, hein, mais on va s'arrêter là, on va partir sur justement, parmi les groupes finis, l'opposé finalement de Sn. Lui, c'est celui qui se retrouve un peu partout dans les groupes. Lui, c'est celui, par le terme de Cayley, qui contient tous les groupes. Donc c'est le groupe de permutation Sn. Ben oui, on sait qu'il y a unicité. C'est An, le seul sous-groupe d'indice 2 dans Sn. Ça vient de l'existence et de l'unicité d'un morphisme surjectif de Sn dans 1-1, qui s'appelle la signature. Voilà. Entre parenthèses, on se rend compte ici qu'il y a, quand c'est le seul, donc il y a un lien en tout cas entre un sous-groupe d'indice 2 et ce qu'on appelle le sous-groupe dérivé, dont j'ai parlé récemment sur la chaîne, donc qui est engendré. Donc le groupe dérivé, le sous-groupe dérivé d'un groupe G, c'est le sous-groupe engendré par les commutateurs, c'est-à-dire les éléments de la forme x, y, x puissance moins 1, y puissance moins 1. Donc ça engendre un groupe qui va être forcément, en tout cas c'est assez facile de voir que c'est un sous-groupe distingué, et il se trouve que, pour certaines raisons, il va être inclus dans tous les sous-groupes d'indice 2. Alors pourquoi? Parce que si vous prenez G, votre groupe, H, votre sous-groupe d'indice 2, G sur H va être isomorphe à plus ou moins 1, donc vous avez un morphisme de G dans plus ou moins 1, mais plus ou moins 1 est abélien, donc forcément, D de G qui est engendré par des commutateurs, dans un groupe abélien, il va s'envoyer sur 1, donc il va être dans le noyau de ce morphisme, donc le noyau de ce morphisme, comme ça c'est G sur H, c'est H, donc D de G est inclus dans H. Donc vous voyez que, en général, c'est intéressant de voir que le sous-groupe dérivé est toujours inclus dans un sous-groupe d'indice 2, quand celui-ci existe. Bien, regardez, vous avez ici AN, qui est le sous-groupe dérivé. Donc on a plus, ici dans ce cas, on a carrément l'égalité. Bien. Maintenant, on aurait pu aussi remplacer le groupe dérivé, le sous-groupe dérivé, par le sous-groupe engendré par les carrés. Parce que, regardez, si vous regardez un carré ici, de G, donc x au carré, là il va être envoyé sur 1. Donc le sous-groupe engendré par les carrés dans G, eh bien, ça va être un groupe qui va s'envoyer entièrement sur 1, puisque tous ces générateurs vont être envoyés sur 1. Donc, il va être inclus dedans. Ça, c'est des choses intéressantes qui vont nous servir par la suite. Alors, regardons AN, d'accord, N différent de 4. Donc, vous voyez, ça c'est tout à fait le genre question de jury. C'est question de prétexte, et puis ce prétexte, c'est pas une grande question, même si c'est le début d'une étude intéressante, hein, les sous-groupes distingués d'un groupe, c'est quand même une belle thématique. Mais c'est un prétexte à discuter, ça, faut en profiter. Alors, AN, N différent de 4, qu'est-ce qui va se passer? AN est simple. Donc, s'il avait un sous-groupe d'indice 2, il serait distingué, c'est pas possible. Donc, là, non. Impossible. Bon, vous regarderez plus en détail, parce qu'il y a les cas n égale 3, n égale 2, que j'ai pas trop regardé, mais voilà. Hein, Mais maintenant, pour A4. Eh bien, A4, on sait qu'il est
engendré par les 3 cycles. Ben oui, comme AN est engendré par les 3 cycles, toujours. Eh bien, ça veut dire que si H est un sous-groupe d'indice 2 dans A4, ben on l'a dit tout à l'heure, tous les carrés sont dans H. Mais quand on prend un 3 cycles et quand on le met au carré, IJK en 3 cycles, ce qui veut dire qu'ils sont 2 à 2 distincts, IJ et K, ben ça c'est IKJ. Donc en fait, IKJ est dans H. Mais comme j'ai pris IKJ 2 à 2 distincts quelconques, ça veut dire que tous les 3 cycles sont dans H. Donc H, ben c'est A4, puisque A4 est engendré par les 3 cycles. Donc on arrive à une contradiction, parce que lui, il n'est pas d'indice 2. Donc ça veut dire que A4 ne possède pas, et ça fait une jolie preuve d'ailleurs, A4 ne possède pas de sous-groupe d'ordre 6, puisque d'indice 2, ça revient à dire d'ordre 6. Ça, c'est encore quelque chose d'intéressant, de récurrent. Toutes ces preuves de A4 n'a pas de sous-groupe d'indice 2 ou d'ordre 6. Bon, donc voilà, on a listé un certain nombre de groupes. Maintenant, on va aller vers le linéaire. Et on va avoir besoin d'abord de K plus et de K étoile multiplié, où K est un corps. K plus, imaginons que la caractéristique de K soit différente de 2, alors pour tout X dans K, X c'est 2 fois l'inverse de 2 fois X. Puisque la caractéristique de K est différente de 2, 2 est inversible. Et donc, ça veut dire que X est un double, c'est-à-dire c'est un carré pour l'opération, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que c'est impossible, c'est exactement comme ce qui se passe ici, parce que ça voudrait dire que K est inclus dans H. Bon. Donc, maintenant, on regarde le cas où la caractéristique de K égale 2. Vous pouvez regarder le cas fini et le cas infini ensuite. Je vais faire le cas quelconque. Donc vous le savez, la caractéristique de K égale 2 est équivalente à dire que K contient F2, c'est-à-dire Z sur 2Z. Donc pour la multiplication, ça en fait K devient un F2 espace vectoriel. Alors on part d'une forme linéaire non triviale, phi. Alors vous allez me dire, non triviale, ça veut dire que son image c'est pas 0, donc ça veut dire c'est surjectif puisqu'il y a 2 éléments. Ou alors, vous pouvez le dire en disant son image est de dimension forcément 1, puisque c'est de dimension non nulle, et vous n'avez pas besoin de compter le nombre d'éléments dans F2. Parce que tout ce qui est non nul est forcément surjectif. Bien, bref, vous avez une forme linéaire non nulle, donc surjective, et vous prenez le noyau de cette forme linéaire, forcément, ça va être un sous-groupe par passage au quotient d'indice 2. Donc dans le premier cas, il n'y en a pas. Dans le deuxième cas, il y en a pléthore. Hein. C'est tous les hyperplans, en fait. Tous les hyperplans. Ici, maintenant, on va regarder le groupe multiplicatif, K étoile multiplié. Vous voyez que si K égale C, alors ça va dépendre. Hein, donc tout élément est un carré. Ce qui veut dire, comme tout élément est un carré, c'est qu'il n'y a pas de sous-groupe d'indice 2, hein, on l'a vu plusieurs fois jusqu'à présent. Donc K égale C, non. En général, si le corps est ce qu'on appelle quadratiquement clos, en particulier, hein, quadratiquement clos, ça veut dire en gros que si on a une caractéristique différente de 2, que tout élément est un carré. Si on a une caractéristique 2, ça voudrait dire que toute équation de degré 2 possède une solution. Bien, s'il est quadratiquement clos, il n'y a pas de sous-groupe d'indice 2, forcément. Mais vous avez des corps non quadratiquement clos, évidemment, comme R, lui, il va y avoir un sous-groupe d'indice. Oui, c'est R étoile carré, qui est déjà un sous-groupe pour la multiplication, l'ensemble des carrés. Et ici, vous allez avoir R étoile plus, qui est égal à R étoile carré, qui va être un sous-groupe d'indice 2. Alors, vous pouvez essayer d'autres corps, je ne sais pas, vous pouvez essayer F, P, avec P impair. FP étoile, donc dès que vous avez un corps fini, ici, vous allez avoir FP étoile qui est cyclique.
Si P est pair, ben ça va être de cardinal impair, donc non. Et si P est impair, donc ça va être de cardinal pair, donc oui, avec unicité. Donc ça va être le groupe des carrés. On peut regarder aussi K égale Q. Bah oui, et là, Q étoile, on peut l'envoyer, est-ce qu'on peut l'envoyer dans 0, 1? Oui, parce que vous fixez P un nombre premier quelconque, et vous regardez la parité de nu P. D'accord? Donc ici, vous prenez X, un élément, et vous regardez sa P-valuation, donc c'est un entier, hein, dans Z, vous regardez P-valuation du numérateur moins la P-valuation du dénominateur, ça ne dépend pas de l'écriture choisie, et puis vous regardez donc nu P de X, vous regardez sa classe modulo 2, d'accord, donc 0, 1, ça vous fait un morphisme surjectif dont le noyau, finalement, ça va être les éléments de P-valuation. Donc, quel que soit P, hein, donc vous allez avoir une infinité de sous-groupes ici d'indices 2. Voilà, vous voyez, en même temps qu'on a étudié les groupes, on a étudié, on a listé nos corps préférés. Et là, maintenant, ça va être un tremplin pour passer aux groupes linéaires et ses sous-groupes. Allons-y. Maintenant, on attaque le groupe spécial linéaire SLN de K. On va commencer à attaquer les sous-groupes de GLN, sous-groupes classiques. Alors, SLN de K, qu'est-ce qu'on sait? Alors, on peut savoir, on peut avoir dans sa musette que c'est engendré par les matrices de transvection, que, en général, sauf deux cas exceptionnels, le sous-groupe dérivé, c'est lui-même. On va utiliser ça. Alors, les matrices de transvection, il y a des 1 partout, sur la diagonale, des 0 partout ailleurs, sauf un lambda en IJ, et on appelle ça TIJ de lambda quand I est différent de J. Comme ça, c'est à l'extérieur de la diagonale. Et TIJ de lambda est égal à TIJ de lambda sur 2 au carré. Oui, si la caractéristique de K est différente de 2. Donc, on voit que c'est engendré par des éléments qui sont que des carrés, donc ça va être comme pour AN, A4, ce qu'on a fait tout à l'heure pour A4, et donc, si on avait un sous-groupe d'indice 2, il contiendrait tous les carrés, donc il contiendrait toutes les transvections, donc ce serait SLN, et c'est pas possible, donc lui n'a pas de sous-groupe d'indice 2. Si la caractéristique de K est égale à 2, je ne peux pas utiliser le même argument, mais je peux dire que le sous-groupe dérivé est égal à SLN de K, voilà, sauf pour des cas exceptionnels, hein, pour n égale 2 et k égale soit F2, soit F3. Je n'ai pas regardé ces cas particuliers, mais en général, on a le groupe dérivé qui est égal à SLN de K, et donc, comme le groupe dérivé est inclus, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, dans tout sous-groupe d'indice 2, c'est impossible parce que on aurait lui qui serait d'indice 1. Et ça, c'est pas possible qu'il soit inclus dans un sous-groupe d'indice 2. Donc, dans tous les cas, sauf vraiment exception, hein, il n'y a pas de sous-groupe d'indice 2. Du coup, peut-être qu'on peut attaquer GLN de K aussi. Alors, GLN de K, dire qu'il a un sous-groupe d'indice 2, c'est dire qu'il s'envoie dans 1-1, ça on l'a vu, surjectivement. Ok. Mais GLN de K, s'il s'envoie surjectivement là, vous avez le groupe dérivé, comme ça c'est abélien. Le groupe dérivé qui est engendré par les commutateurs, il ne peut être envoyé que sur 1. Donc le sous-groupe dérivé, ici, va être dans le noyau, donc il va y avoir passage au quotient. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un morphisme de GLN de K quotienté par SLN de K, ici, puisque le sous-groupe dérivé de GLN, c'est SLN. Mais ce quotient, on sait ce que c'est K étoile. Donc il y aurait un sous-groupe, ici, d'indice 2, puisqu'on a un morphisme surjectif de K étoile dans 1-1, on a un sous-groupe d'indice 2 ici, d'accord? Ça c'est isomorphe à ça, on garde notre sous-groupe ici, voilà.
Et donc, on a un sous-groupe d'indice 2. Donc, ça veut dire que pour C, ben non, hein, on a vu, mais pour R, ben oui, vous voyez par exemple pour R, on va avoir GLN de R+, donc les éléments de déterminant strictement positif, hein, GLN de R+, qui va être un sous-groupe d'indice 2. Mais on arrive mieux à le comprendre comme ça. Donc en gros, il faut que K étoile possède un sous-groupe d'indice 2 ici, pour qu'on ait dans GLN de K un sous-groupe d'indice 2. On peut regarder SON. Alors, ON, bien sûr, lui, possède un sous-groupe d'indice 2, c'est SON. Mais SON, alors je parle de SON de R, pour n égale 2, bah, c'est SO2, c'est les angles, hein, modulo 2pi, donc finalement, bah, toute rotation, ce sont les rotations, hein, pour n égale 2, bah, toute rotation, c'est une autre rotation au carré, hein, qui est d'angle moitié, évidemment. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-groupe d'indice 2, puisque tout élément est un carré. Maintenant, si n est strictement supérieur à 2, alors D de SON est égal à SON, ça c'est un résultat que le sous-groupe dérivé, ici, ça c'est abélien, donc le dérivé c'est 1, mais pour n strictement supérieur à 2, le dérivé c'est SON. Donc, on a vu encore une fois que ce n'était pas possible. Donc là, ici, pour SON, il n'y a pas de sous-groupe d'indice 2. Si on part maintenant SON sur un corps quelconque avec Q, une forme maintenant isotrope, donc ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe ici, ben, il existe des x non nuls tels que Q de x est différent de 0. Q, c'est une forme quadratique. On va la prendre non dégénérée. Alors là, ça devient vraiment intéressant, on va terminer là-dessus. Il y a ce qu'on appelle la norme spinorielle. Donc qu'est-ce que c'est la norme spinorielle? Bon, qui peut être définie en général, même si Q est non isotrope. C'est un morphisme qui va de ON de Q dans K étoile quotienté par K étoile carré, qui a une réflexion par rapport à un vecteur non isotrope, donc la réflexion par rapport à un vecteur non isotrope va être envoyée sur Q de x, donc le Q de x, donc c'est l'image de x par la forme quadratique Q, mais modulo, donc ça on va dans K étoile, puisqu'on est dans un non isotrope, mais modulo K étoile carré. Et ça, comme par un certain théorème ON de Q est engendré par les Rx non isotropes, en fait, on va montrer que ça se prolonge en un morphisme de groupe de ON de Q dans K étoile sur K étoile carré, qu'on appelle la norme spinorielle. Et maintenant, on peut montrer, alors tout ça c'est fait dans le chapitre 22 du livre de Seguin-Pazis, que je recommande très fortement sur les formes quadratiques, qui s'appelle Invitation aux formes quadratiques, chez Calva-Gélinet, qui est un livre vraiment extraordinaire et très très bien rédigé. Et on montre que θQ va passer ici il va se restreindre à SON de Q en un morphisme qui va rester surjectif sur K étoile quotienté par K étoile 2 quand Q est isotrope. Et bon, donc ça veut dire que ici, si K étoile 2 est d'indice 2 dans K étoile, ben on va avoir un morphisme comme ce qui se passerait sur R. Donc toutes les formes, donc SO de ce qu'on appelle PQ, vous savez, quand c'est là cette fois-ci, PQ c'est la signature, si ce n'est pas défini, si c'est justement isotrope, donc P fois Q est différent de 0, eh bien, on va avoir un sous-groupe d'indice 2, ici, qui va être le noyau de la norme spinorielle, et qu'on appelle en général oméga de Q. Voilà, on a fait un grand circuit, et on peut s'arrêter là provisoirement.